En 2023, on a lancé une plateforme qui s'appelle Yuji, une marketplace qui met en relation des créateurs de contenu UGC avec des marques et des agences, comme ton agence à toi. Yuji, c'est plus de 8300 créateurs, plus de 3000 marques et agences qui utilisent votre plateforme. Si on parle de campagne publicitaire, je pense que c'est une brique intéressante à ajouter parce que l'UGC, c'est la possibilité de mettre son produit ou son service dans les mains du créateur de contenu et pour montrer son usage, répondre à des objections communes. C'est des humains qui parlent à d'autres humains et ça reste de la recommandation, ça reste de la preuve sociale. Et effectivement, je m'étais dit, mais en fait, si on creuse, c'est un buzzword, donc il y a un côté un paquet cadeau, nouveauté, mais la base fondamentale reste la preuve sociale. Tant qu'il y aura des humains sur Terre, on continuera de recommander des choses. L'UGC IA, c'est une suite logique. Ça devait arriver sur le marché. On l'a vu venir. Après, la question, c'est est-ce qu'on voulait le faire? Et la réponse était non. Utiliser des algorithmes pour manipuler un tas de pixels pour faire croire à un consommateur qu'il est en train de regarder un humain qui dit « j'adore ce produit » alors que cet humain n'existe pas, il y a quand même pas mal de problèmes. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Lucas, ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Club Croissance. Bah écoute Thomas, merci de m'accueillir, ça fait très plaisir, je suis très content d'être là aussi. Trop bien. Donc aujourd'hui, je reçois Lucas. C'est le fondateur de Yuji, qui est une plateforme qui aide les annonceurs et les agences comme la nôtre à mener des projets UGC. Alors je vais te laisser présenter Yuji mieux que moi, mais aujourd'hui, Yuji, c'est plus de 8300 créateurs, plus de 3000 marques et agences qui utilisent votre plateforme. Et donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime beaucoup, nous, à l'agence. On a même fait récemment des contenus sur le sujet. On va parler d'UGC. Donc, je pense que toi, c'est un sujet que tu connais super bien, Lucas. Je me souviens que la première fois qu'on avait échangé ensemble, c'était en 2023. Et t'étais déjà au top de ce sujet-là. Mais est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je peux te demander de te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Lucas Gabriel, j'ai 26 ans, et du coup, en 2023, février 2023, avec mon cousin, on a lancé une plateforme qui s'appelle Yuji, qui est une marketplace qui met en relation des créateurs de contenu UGC avec des marques et des agences, notamment comme ton agence à toi. Ouais. Et effectivement, on avait discuté en 2023 ensemble quand on avait lancé Yuji, je pense quelques mois après, pour à la fois faire découvrir la plateforme et voir comment ça pouvait vous servir. Et depuis, ça a pas mal évolué parce que du coup, la plateforme maintenant a environ 3 ans, un tout petit peu plus. Ouais. Et on a essayé de se positionner sur l'UGC assez tôt sur le marché français qui était un petit peu naissant à l'époque. Et on n'est pas trop mal tombé au niveau timing. Mais voilà quoi. Et alors, je vais poser quelques questions ensuite sur est-ce qu'aujourd'hui vous êtes présent uniquement sur le marché français ou est-ce que vous avez commencé à vous développer à l'international? Mais avant ça, comment t'es venue l'idée de créer une plateforme pour mettre en relation marque/agence et créateurs de contenu? À la base des bases, j'avais commencé à faire de l'e-commerce et j'avais découvert ça en 2018, juste après avoir passé le bac. Et j'étais un petit peu curieux, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais du coup, la vente en ligne, elle s'est un petit peu imposée et j'ai découvert ça comme ça. Et en faisant un petit peu, du coup, c'était du dropshipping à l'époque pour tester. Ouais. Ça m'a permis un petit peu de me former à tout ce qui était e-commerce, marketing digital et tout ce qui tourne autour de ça. Je l'avais fait avec un ami, on avait commencé à faire quelques boutiques. Bon, après, je vais pas représenter le fait que le dropshipping, c'est quand même assez moyen. Et du coup, avec le temps, ça m'a permis d'avoir des compétences que j'ai pu traduire derrière, à peu près vers 2020-21,
22, j'ai commencé un petit peu à vendre des prestations de services auprès d'e-commerçants suite après à ce que j'avais appris pour les aider à vendre plus avec leur e-commerce, à la fois en leur expliquant comment améliorer leur boutique et surtout au niveau de l'acquisition Meta et Google. Et en fait, ça, pendant cette période-là, j'ai découvert que la plupart des e-commerçants avec qui je travaillais, qui étaient plutôt bons, qui avaient des bons produits, des bonnes offres, ils avaient un petit peu un problème au niveau de leur créa publicitaire. Ils avaient pas mal de créa statique parce que c'était pas trop dur à faire en fait, grâce notamment au fait qu'on peut prendre des photos et qu'on peut avec Canva customiser un petit peu tout ça. Par contre, dès qu'il s'agissait de faire de la vidéo, que ce soit des formats fondateurs, c'était pas encore très connu à l'époque, mais en tout cas, il y avait ce besoin de mettre le produit dans les mains de créateurs de contenu qui savent présenter un contenu proprement. Et ça manquait cruellement. Et du coup, ça, c'était en 2021-22. Il y avait une vague de créateurs UGC qui débarquaient bien aux US à la même période. En France, pas du tout. Et en parallèle de tout ça, pendant que j'avais ces activités-là, mon père m'avait embarqué avec mon cousin et moi dans un projet entrepreneurial familial. En fait, c'était une première plateforme. Il avait eu l'idée, lui, de mettre en relation des commerçants indépendants et des marques pour les aider à travailler ensemble et construire une plateforme autour de ça. Et on avait commencé à lancer ça ensemble. Ça faisait un projet de famille. Malheureusement, c'était un échec cuisant. On a commencé à parler de ça fin 2019, début 2020. Ça a duré 2 ans et demi. Long story short, ça fait, je pense, 500 € de CA sur toute cette période. Donc, c'est vraiment pas glorieux. Mais disons que j'étais un petit peu pas l'employé, le cofondateur un peu pénible dans cette histoire-là, qui arrivait pas à comprendre la vision et qui était un petit peu, pas négatif, mais qui disait, les gars, je vois pas trop comment ça va marcher. Finalement, ça a pas marché. J'aurais aimé que ça marche, mais je m'étais pas trop trompé sur la vision. Et la finalité de cet échec-là, c'était que je me suis dit, tiens, on a fait une plateforme et on a fait toutes les erreurs nécessaires pour faire une plateforme qui ne marche pas. Je pense savoir maintenant comment faire une plateforme qui fonctionne et il faut déjà s'attaquer à un marché qui est meilleur. Et l'UGC, je le sentais. En plus, j'avais testé les autres plateformes qui avaient été proposées par des concurrents entre guillemets américains et dans d'autres pays. Et j'ai trouvé ça pas bien. La manière dont ils proposaient ça, pas adapté aux besoins des performance marketeurs, pas adapté aux besoins des marques e-commerce qui étaient dans ma vision assez simple, avec des abonnements faramineux par mois à payer juste pour pouvoir découvrir la plateforme. Bref, j'avais testé, j'avais trouvé ça pas terrible. Il fallait qu'on rebondisse et qu'on fasse un pivot monumental sur une nouvelle plateforme, parce que je voulais pas que c'était la finalité de cet échec entrepreneurial. Et finalement, on a sauté avec mon cousin dans la création de cette nouvelle plateforme, et du coup, ça a donné naissance à Yuji en 2023. Mais l'histoire est un peu globalisée, j'essaie de résumer, mais on est là-dedans, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu considères aujourd'hui, sur le marché français, que Yuji est la plateforme numéro 1 pour les projets UGC ? Je suppose. C'est très dur de dire ça, parce qu'il faudrait que j'ai les chiffres de tous les concurrents, et malheureusement, je les ai pas. Ce serait bien de les avoir, mais je pense qu'on n'est pas trop mal placé, et qu'on a un volume, et on a des très belles marques, de très belles agences, et que ça débite beaucoup de création de contenu UGC, d'ailleurs, qui sont très très quali, et j'en suis assez fier, et je pense qu'on n'est pas trop mal placé, Peut-être numéro 1, peut-être, sûrement. C'est une probabilité, en tout cas, si je devais mettre une pièce sur qui était le numéro 1, je la mettrai sur vous. Nous, clairement, je le disais au début de notre échange, on est utilisateur de Yuji à l'agence. Et encore hier, en parlant d'un projet UGC avec un client où il y a un besoin très spécifique sur le créateur, le fait de pouvoir utiliser Yuji et d'avoir cet outil-là entre les mains, ça nous permet d'être beaucoup plus serein sur l'idée de pouvoir mener à bien ce projet-là. Parce que la première chose quand on fait un projet UGC, c'est d'être sûr de trouver le bon créateur. Et aujourd'hui, c'est ce que vous nous permettez de faire en ayant tout un tas de cases à cocher sur la plateforme pour trouver sur un marché donné un créateur qui répond à certains critères. Mais ça, on en parlera davantage après. Je vais juste avant ça revenir sur une question que j'avais pour toi tout à l'heure. Aujourd'hui, vous opérez principalement sur le marché français ou le marché européen, les US également. Comment ça se passe pour vous ? Justement, on a toujours été principalement sur le marché français parce que c'est celui que je connaissais. Ouais. Et c'est toujours un peu plus simple. À la base des bases, quand on a lancé la plateforme, je me suis dit, tiens, vu qu'on avait commencé à avoir un produit un peu viable en 2022, fin 2022, en novembre-décembre, j'ai commencé à contacter des créateurs US directement sur Twitter
pour les faire s'inscrire. Et puis je voulais commencer un petit peu sur le marché US parce qu'il était bien plus mature que celui qui était en France. En France, clairement, en fait, quand j'ai commencé à discuter avec les créateurs, j'ai interviewé en 2022 les créateurs UGC que je connaissais. Il y en avait 5 que je connaissais donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire un go-to-market. Donc on va commencer aux US. J'avais installé une application qui permettait de contacter en DM sur Twitter à l'époque. Je commençais à avoir 50, 100 créateurs inscrits un peu quali. Et en fait, au même moment, je commence à voir des créateurs UGC apparaître un petit peu de partout sur TikTok et Instagram en France. Et je me dis, bon, on va faire un lancement officiel en février, le 1er février. J'annonce sur LinkedIn parce que j'étais présent sur LinkedIn initialement pour trouver des clients pour mon agence. Parce qu'en fait, j'avais une agence. C'était du freelancing déguisé. C'est vraiment, je bossais tout seul, j'avais pas de salariés. C'était l'agence comme on en voit plein sur LinkedIn. J'avais des clients parce que je faisais du contenu, j'essayais de parler d'e-commerce, d'acquisition en ligne et j'essayais d'être pertinent, ça me ramenait du lead. Et du coup, j'ai profité du fait que j'avais pas mal d'abonnés, j'en avais 9 000, pour faire un post en disant, tiens, on a bossé un petit peu en sous-marin ces 4-5 derniers mois sur un projet, voilà, plateforme UGC, je suis sûr que ça peut servir les agences comme les e-commerçants, etc. Et en fait, on a lancé ça là-dessus, marché français. Ça a commencé parce que les marketplaces, c'est très lent, mine de rien, à se mettre en place parce qu'on sert 2 clients à la fois, les marques et les agences, puis les créateurs qui sont 2 clients différents et qu'on doit faire travailler ensemble. C'est très particulier comme business. Et du coup, donc marché français, première année, donc 2023, 2024, pareil. En fait, au final, on se rend compte que avec les acquisitions qu'on a, et puis on a des créateurs en fait qui s'inscrivent d'autres pays, sans vraiment qu'on fasse les efforts pour. Et il y a des collaborations qui ont lieu de créateurs qui viennent du coup hors France, donc Europe. On avait même des collaborations, même en 2023, de créateurs qui étaient australiens. Je sais pas trop comment ils ont découvert la plateforme, mais disons que ça reste quand même très très minoritaire. Je pense qu'on était à 95% français en 2023, 90 en 2024, 2025 on a commencé un peu à creuser. Et je pense que là, 2026 sur les flux, j'aurais pas le chiffre exact, et je pense qu'on est à 70% marché français là, voire même 65, et on est à plus 35 de tout le reste. Et ça commence à se décaler progressivement parce qu'en fait, on a un produit qui est plus mature, qui sent bien nos clients, on espère, et du coup on essaie de vraiment faire en sorte que ça soit le cas. Et en fait, le produit peut marcher dans tous les pays en même temps. Donc vu qu'on a plus de ressources, qu'on a plus de fonds, on peut attaquer bien plus efficacement. Et là, du coup, cette année, on a déjà commencé à bien attaquer le marché américain, même si c'est une très petite boule de neige qui peut bien snowball ensuite. Et l'Europe aussi. En fait, là, on est en train de faire Europe et US en même temps. Et on s'y prend différemment pour les deux parce que c'est 2 marchés différents par leur maturité. Mais voilà, quoi. J'espère que ça répond à la question. Ouais, si, ça répond à la question, mais je te pose la question parce que pour le client dont je te parlais tout à l'heure, c'est effectivement un client sur lequel on veut lancer un projet UGC assez important sur un marché qui est un autre marché que la France. Et c'est vrai que pouvoir ouvrir UG et voir qu'on a des créateurs de contenu et surtout un volume intéressant de créateurs de contenu sur ce marché-là, c'est super et ça nous aide énormément et ça nous fait gagner beaucoup de temps. D'autant plus que on peut voir, et je vais te laisser un peu expliquer comment fonctionne la plateforme, mais on peut voir le portfolio de la personne, on peut voir les contenus qu'elle a déjà créés, on peut avoir des retours, des avis clients, etc. sur les créateurs. Ça sécurise aussi le fait que on va avoir un projet qui va être facile à mener et ça réduit l'écart entre le contenu qu'on imagine et celui qu'on aura à la fin. Exactement. Au niveau du process de comment la plateforme fonctionne, on l'a construit à la base, puis j'avais la vision sur le produit dès le départ et fort heureusement, ça n'a pas trop changé entre-temps. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir accéder à une plateforme gratuitement, de trouver une base de créateurs UGC vérifiés de qualité et disponibles actuellement, et de pouvoir filtrer sur la gauche une série de filtres qui va permettre de sélectionner des créateurs qui correspondent aux personas de notre marque. Et donc sur le côté, on retrouve la possibilité de sélectionner l'âge avec une range, 18, 25 ans, 25, 34, etc. On peut adapter. Âge, genre, pays de résidence du créateur, langue parlée, parce que c'est 2 choses différentes, industrie du créateur, les équipements à disposition, s'ils peuvent filmer avec de la famille, couple, parents, etc. Parce que c'est des paramètres qui sont mine de rien importants pour certaines marques. Les animaux de compagnie,
Et mine de rien, sur la partie recherche sur le côté, il y a une petite barre de recherche où on peut taper des mots-clés. Et si les mots-clés sont directement sur le profil du créateur parce que ça vient d'une transcription de vidéo, etc., on peut retrouver. Et on a même un autre moteur de recherche qui, lui, est par vidéo, qui s'appelle la Discovery. Et là, directement, on peut naviguer parmi toutes les vidéos des créateurs sur la plateforme pour trouver des inspirations pour ces créas ou aussi pour trouver des créateurs thématiquement. Et ça permet, en fait, on a plein de filtres et ça fonctionne comme ça. Donc, une fois qu'on a trouvé les créateurs basés sur les filtres de persona qui nous intéressent, on peut aller sur leur profil, découvrir les types de vidéos qu'ils proposent, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. À droite, on a la vérification indicative des créateurs, c'est-à-dire que les prix, ce qui est inclus en termes d'options également, s'ils font le script, s'ils le font pas, s'ils font le montage, s'ils le font pas, il y a un barème qui permet d'indiquer combien ils facturent à peu près. Ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est que le prix reste négociable avec le créateur et les options incluses également. Certaines agences, elles préfèrent avoir directement les vidéos avec des rushs, elles auront bien leur brief tout fait, etc. Certaines marques ont envie que le créateur puisse s'exprimer et puisse faire le brief lui-même, le faire valider avant sur son regard sur le produit. Et en fait, nous, on essaie de répondre un petit peu à toutes les attentes là-dessus pour avoir quelque chose de vraiment customisé. Et on se positionne pas en tant qu'intermédiaire là-dessus. C'est vraiment une discussion avec le créateur. Parce qu'une fois qu'on a bien vu le portfolio du créateur, soit on le met de côté dans des collections pour les contacter ultérieurement, soit on peut directement chatter avec lui, lui expliquer la marque, lui expliquer l'agence, le besoin, le produit, et faire une visio directement avec le créateur sur la plateforme et en fait lui présenter même, il y a un système de proposition, on peut lui dire tiens, j'ai un produit à t'envoyer, en fait ça permet d'envoyer une proposition qui résume tout le besoin très rapidement plutôt que d'échanger très longtemps. On peut dire j'ai un produit à t'envoyer, le produit tu peux le garder ou il faut le retourner. On passe par le contrat UG parce que sur la plateforme directement en fait il y a un besoin légal là-dessus de contractualiser avec le créateur, la marque et l'agence pour que tout se passe bien et que tout le monde se mette d'accord sur des bases légales. Nous, on le gère de notre côté avec un contrat qui a été vérifié par des avocats et créé par des avocats et qui se met à jour avec les informations du business et les informations qui ont été négociées avec le créateur. Et ça vous permet en fait du coup sur la plateforme d'avoir une base légale propre à chaque commande et de signer chaque contrat sur la plateforme via YouSign en un clic. Et ça fait gagner du temps, de l'énergie, c'est gratuit, c'est inclus. Et la plateforme aussi permet, si on a ses propres contrats, de les déposer sur la plateforme pour, si on a des exigences légales spécifiques. Et après, avec le créateur, on peut voir directement en cliquant rapidement, j'ai besoin de 2 vidéos, j'ai besoin que ces vidéos, une fois que tu as reçu le produit chez toi, tu m'envoies ces vidéos sous 5 jours, j'ai besoin de faire de l'organique, j'ai besoin de faire de la publicité, j'ai besoin d'un certain durée de droit à l'image. On peut vraiment tout customiser jusqu'à même dire, j'ai envie que tu t'occupes du script, ou alors on s'en occupe nous, que tu m'envoies juste les raw files, que tu m'envoies aussi de quoi faire du whitelisting avec toi, du dark posting, du TikTok Spark Ads, etc. C'est vraiment sur mesure. Et on ajoute des infos, des fonctionnalités là-dessus. Et à la fin, une fois que la marque et l'agence, la marque et le créateur ou l'agence et le créateur sont mis d'accord sur la plateforme sur une offre, la marque ou l'agence peut payer, la collaboration démarre et puis après il y a juste à mettre voilà les instructions pour le créateur, on lui envoie les produits, il récupère, il nous partage en amont évidemment son adresse de livraison s'il y a des produits à envoyer et une fois que c'est fait, le créateur peut se mettre à tourner, il lit les contenus. La marque ou l'agence, elle peut vérifier que tout va bien sur la première livraison. L'avantage, c'est que nous, vu qu'on est assez, pas restrictif, mais picky sur la qualité des créateurs sur la plateforme, généralement, ça se passe très bien. Et la grande moyenne des avis laissés par les marques et les agences sur la plateforme, c'est du 4,8, 4,9 de moyenne sur les collabs, ce qui est une bonne chose parce qu'on force pas les marques et les agences à mettre de bons avis. Et du coup, sur les réceptions des contenus, ça se passe généralement bien. Sinon, on peut demander une révision au créateur. Le créateur livre la nouvelle version et à la fin, on a le contenu livré. On peut avoir plein de collaborations en même temps où est-ce que chacun des créateurs en sont. En fait, l'avantage, c'est que tout est géré pour que nous, on se mette pas au milieu, mais qu'on simplifie pour la marque ou l'agence le sourcing, le côté gestion des commandes sur la plateforme pour que tout en fait soit pratique. Il y a même un mode de multimarque pour les agences pour gérer chaque marque indépendamment. L'objectif, c'est d'enlever toutes les épines du pied des marques et des agences. Et pour le côté créateur, nous, on est un peu créateur first à la base, que les créateurs ne puissent se focaliser que sur une chose, faire ce qu'ils aiment, ce qui est faire du contenu. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est contrat, facturation, gestion des paiements, etc. Mais voilà le procès. J'espère que c'est pas trop long, mais c'est le processus global de la plateforme. Non, c'est parfait et vraiment, je trouve que la plateforme est vraiment pensée pour tout faciliter.
sans mettre de restrictions inutiles à l'usage. Alors peut-être que pour les personnes qui n'auront pas utilisé Yuji, il y a peut-être des choses dans la manière dont tu l'expliques qui seront pas très claires. Dans ces cas-là, on vous invite à créer un compte. C'est gratuit de se créer un compte sur Yuji et de voir comment ça fonctionne. Mais en fait, tout est très intuitif. Il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir utiliser Yuji. On va dire que tout fait sens. Et ce qui est assez sympa avec votre plateforme, c'est que quand on se dit mais ce serait bien d'avoir un bouton comme ci. En fait, il est là, il est déjà là le bouton. Vous avez pensé à. Bon, tu l'auras deviné. Moi, j'aime beaucoup ce que vous proposez, ce que vous faites, et je trouve que ça répond à un vrai besoin et que, en tout cas, pour nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et donc, c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Trop bien. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité. Là, personnellement, on l'a juste testé nous de notre côté, mais pas encore. On n'a pas encore souscrit à l'abonnement. C'est la fonctionnalité campagne. Ouais. À la base, Yuji, pas l'abonnement. Le principe du pricing est très simple. En tant que marque ou agence, il n'y a pas d'abonnement pour utiliser la plateforme et il n'y a pas de frais. C'est-à-dire que si on négocie un prix avec un créateur, je dis un exemple concret, une vidéo à 100 €. Pour le calcul, c'est plus simple. Il y aura pas de frais à payer en plus. On paiera pas 110, 120 €. Enfin, il y aura 20 € de TVA, mais ça, c'est la France. C'est pas une rémunération. Si on est en France, mais du coup, pas de frais en plus, pas d'abonnement. Nous, on prend des frais du côté des créateurs. Donc, pour les marques et les agences, c'est 0%, 0 €. Et il y a juste à payer le prix, en fait, négocié. Et pour les campagnes, ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté dernièrement. Effectivement, c'était un besoin et une demande qui avait été placé par les marques et les agences depuis très longtemps sur la plateforme et qu'on n'a jamais vraiment sorti avant, il y a 4-5 mois. L'idée, en fait, c'est que sur Yuji, de base, on cherche les créateurs en filtrant sur les côtés, en essayant d'avoir le profil qui correspond à notre persona. Le problème, c'est que sur certains profils, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, si on recherche une femme enceinte, une femme enceinte, par définition, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est-à-dire qu'on est enceinte à un moment, on l'est plus. Des fois, on pense à le mettre dans sa description. Des fois, on pense à l'enlever. On oublie. C'est pas très pratique pour trouver directement avec une recherche. Et de notre côté, on peut pas forcément mettre une quantité de filtres folle. Sinon, ça devient vite le foutoir. Donc, ce qu'on a fait, ce qui a été proposé à la base, parce que ça existe sur d'autres plateformes, c'est de dire, on va faire le fonctionnement inverse. Les marques et les agences peuvent directement faire une campagne, donc un brief qu'elles vont créer, c'est-à-dire je dis l'âge que je veux du créateur, etc. La range, comme quand on recherche le créateur sur Yuji, mais là on précise les tarifs, etc. Le brief, et en fait le but c'est qu'on construise un brief qui va être envoyé au créateur. Et les créateurs pourront postuler à ce brief et ça permet de gagner du temps parce qu'au final, la marque, elle a juste à faire un brief et attendre que les créateurs postulent. Ça prend quelques minutes. Le problème de ça, c'est qu'à la base, on voulait pas le faire pour une raison qui était très simple, c'est qu'à chaque fois que des marques et des agences nous mentionnaient, c'est qu'elles disaient, on l'a vu sur d'autres plateformes, on a testé. Je dis, super. Surtout d'autant plus que c'était pendant des démos. Et je leur dis, du coup, pourquoi vous l'utilisez pas sur les autres plateformes et que, on fait une démo ensemble? Ils disaient, oui, j'ai essayé, ça marche bien dans l'idée, mais en fait dans la finalité, c'est que quand je fais un brief, les marques, déjà les plateformes ont beaucoup plus de créateurs sur leur plateforme que vous, parce que sûrement ils font un peu moins gaffe sur la qualité. Et en fait, ils envoient le brief à tous les créateurs de la plateforme. Et la problématique de ça, c'est que on se retrouve avec des créateurs qui sont dans un esprit compétitif et qui vont postuler très vite aux campagnes sans vraiment l'avoir lu auparavant. Et en fait, en tant que marque, on se retrouve au final avec un brief qui nous a pris 2-3 minutes à faire et plein de créateurs qui ont participé. Et en fait, on doit faire une review manuelle de tous les créateurs qui ont postulé pour voir si ça correspond. Et en fait, on gagne pas de temps. Et ça, c'est le retour que j'avais à chaque fois et c'est ce qui nous empêchait de sortir cette fonctionnalité. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire une version campagne sous IA. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va analyser le brief une fois qu'il est posté. On va voir du coup les prix qui ont été demandés, les âges, etc. Et surtout la description que la marque a donnée en disant je cherche un créateur qui, par exemple une femme enceinte. On peut même mettre des personas qui permettent de renseigner des informations supplémentaires pour le créateur qu'on vise. On peut vraiment être très très précis. Et le but là, c'est qu'on va analyser avec de l'IA ce brief. On va analyser à l'instant T tous les créateurs de la plateforme par rapport aux transcriptions de leurs vidéos, les collaborations qu'ils ont eues dans le passé, le type de profil qu'ils ont, etc. Et on ne va contacter que les créateurs qui coïncident et qui matchent avec le brief qui a été posté. L'idée, c'est de pas contacter toute la base, c'est de contacter que ceux qui correspondent. Et les créateurs, du coup, eux, ils prennent plus le temps
de bien lire le brief. Ils postulent que s'ils sont concernés. Et l'avantage, c'est que la marque, elle a aussi la possibilité de préciser avant de postuler, de mettre son brief en ligne, combien de créateurs elle veut maximum qui postulent. Donc elle a entre 20 et 100. Et à la fin, on se retrouve avec des créateurs qui postulent après avoir bien lu et qui correspondaient en amont. Et du coup, nous, on n'a pas à blaster toute la liste de créateurs. Et à la fin, les marques, elles sont super contentes parce qu'elles ont une liste de créateurs qui viennent de postuler, qui sont chauds pour travailler avec eux, au prix aussi annoncé, donc qui gagnent du temps sur le sourcing et sur la négociation. Et les campagnes UG marchent comme ça. Et donc, depuis qu'on a lancé ça, la plupart des agences et des marques qui utilisent souvent la plateforme sont passées dessus. Elles en sont très contentes. Et du coup, nous aussi. On est content. Trop bien. Moi, c'est top d'avoir une petite update justement sur les nouveautés de UG. T'as des choses à ajouter sur le fonctionnement de la plateforme, vos particularités, des prochaines sorties d'options sur la plateforme? Ouais, dernièrement, ce qu'on est en train de mettre en place, parce que ça a été demandé plus en plus, c'est le besoin en whitelisting et dark posting Instagram, donc le fait de vouloir diffuser la publicité à travers le nom du créateur de contenu qui a fait la publicité. Et en fait, cet avantage-là, il est certain. En fait, il y a, en tout cas, ce besoin est de plus en plus exprimé par les marques et les agences, parce que ça permet en fait d'avoir un aspect un peu plus authentique plutôt que diffuser en le nom de la marque. Et généralement, ça améliore les performances. Le seul problème, c'est que généralement, le dark posting et le whitelisting Instagram, ça demande aux créateurs d'aller dans des options spécifiques, etc., de la marque d'aller connecter. Enfin, disons que c'est pas super pratique. Et ce qu'on a commencé à mettre en place, on s'est fait valider par du coup l'API de Meta, et qu'en fait on demande maintenant en amont aux créateurs quand ils s'inscrivent, et du coup même les créateurs présents là, de nous partager leur Instagram, et nous on va chercher toutes les informations intéressantes qui viennent de ces profils là pour les afficher sur le profil. On n'affiche pas évidemment le Instagram du créateur, mais on affiche par exemple le nombre d'abonnés qu'il a, le nombre de likes par vidéo qu'il a, le nombre de commentaires par vidéo qu'il a et la dernière fois qu'il a posté. Et ça affiché directement sur le profil UG en amont pour les marques qui des fois aussi veulent faire du coup des partenariats avec les créateurs. Donc en dark posting, en whitelisting, on essaye là de voir comment on peut connecter les comptes publicitaires des marques et des agences avec les créateurs pour en fait déclencher ça en un clic et vous simplifier un peu la vie. Et aussi des fois ça permet aussi de parfois créer des petites campagnes de micro-nano-influence, quoi. Ça peut être intéressant. Donc on est en train de surveiller cette piste-là. Le but c'est évidemment pas de créer une plateforme d'influence à proprement parler, parce que de base cette théorie j'y crois pas tellement dans notre modèle avec pas d'abonnement, etc. comme ça. Mais ça permet de renchérir les profils et d'ouvrir des opportunités de collaboration qui sont un peu mieux travaillées, quoi. Super. Non, effectivement, le whitelisting, c'est un vrai sujet. On se rend compte à l'agence que quand on utilise du whitelisting dans nos campagnes sur Meta, c'est souvent une très bonne idée. Donc que vous puissiez proposer des solutions qui viennent le faciliter quand on travaille avec des créateurs pour faire des contenus UGC, c'est évidemment une bonne chose. On va trop bien en tout cas. Enfin, c'est top de voir tout ce fonctionnement de UG. Alors, je vous invite à si vous êtes une agence, si vous êtes un annonceur, que vous voulez créer des contenus UGC, allez vous connecter à UG une première fois. Vous verrez que c'est un super outil. Vous pouvez aussi passer par une agence comme la nôtre si vous avez besoin d'aide pour le faire. Bref, c'est pas le but de ce podcast. Une des raisons pour lesquelles je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que en tant que fondateur de UG, t'es l'une des personnes qui a la meilleure visibilité sur le marché de l'UGC en France. Puisque tu vois le nombre de créateurs qui s'inscrivent sur ta plateforme, le nombre de marques qui l'utilisent. T'étais là depuis 2023. Je me souviens, moi, en 2023, quand on s'était eu, je pense qu'à chaque fois que j'ouvrais mon feed LinkedIn, je voyais le mot UGC, un peu comme aujourd'hui, je vois le mot Claude ou IA dès que je l'ouvre. Je me souviens aussi que quelques mois plus tard, j'avais ouvert mon feed LinkedIn et que je voyais plein de posts qui disaient l'UGC est mort. Mais a priori, c'est pas le cas, sinon on serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Toi, c'est quoi déjà, comment tu ressens le marché de l'UGC en France? Est-ce que tu trouves qu'il continue d'évoluer aussi vite qu'il a pu évoluer ces dernières années, ou est-ce qu'il commence un peu à se passer? C'est une bonne question.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je prends toujours les appels de démo moi-même pour essayer d'être au fait du besoin des marques et des agences, de leur niveau de connaissance du milieu, etc. C'est vrai qu'en 2023, la plupart des marques et des agences qui me contactaient découvraient. C'était la grande découverte. 2024, pareil. 2025 aussi. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, plus on avance, plus les petites... en fait, les moyennes marques commencent à bien connaître et du coup, elles ont déjà testé des agences, elles ont déjà testé d'autres plateformes, elles ont déjà testé en direct avec les créateurs. Et donc, elles sont quand même intéressées parce qu'elles ont une meilleure compréhension des besoins, des enjeux, du besoin de vitesse, de création, de volume. Elles comprennent ce dont elles ont besoin dès qu'elles comprennent l'intérêt de la plateforme. Et quand il s'agit de grandes marques, eh ben, j'ai l'impression que le fait d'avoir une grande infrastructure et en fait, ouais, d'être gros de base, ça amène une certaine lenteur sur l'adoption de ce genre de pratique. Et en fait, j'ai beaucoup de grands comptes maintenant qui nous contactent en disant on a vu parler de ça, on a entendu, on a vu des concurrents, des plus petits concurrents s'y mettre. On est intéressé, on n'y connaît rien, mais on en vit. Et ça, c'est toujours le cas, même en 2026. Et je pense qu'on a cette vision en tant que marketeur, parce qu'on est un peu dedans depuis longtemps, en se disant, tiens, tout le monde connaît maintenant. Non. Non. Et en fait, vu que c'est en plus un besoin l'UGC qui est très large, parce qu'à partir du moment où on a un produit à vendre, qui soit physique, non physique, parce que pendant une grande période, l'UGC, c'était soi-disant réservé aux produits de beauté, etc. C'est plus du tout le cas. Il n'y a pas trop d'industrie où en fait, on pourrait se passer de ça. Et donc, en fait, si on considère que tout le monde est touché, pour que tout le monde se mette à connaître ça et que ça soit, entre guillemets, pas dépassé, mais stagnant en termes de marche, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, de croissance à aller chercher, de clients. Je suis pas trop inquiet. Et les chiffres de notre côté, en tout cas, montrent qu'il n'y a pas de stagnation, en tout cas, de notre côté, quoi. Et c'est ce que je ressens aussi quand je fais des appels. Il y a encore beaucoup de personnes qui découvrent. Yes. Et comment, toi, tu ressens notre place en France par rapport à des marchés comme les US ou pourquoi pas un peu plus proche de nous, le UK? Est-ce que tu penses que, en termes d'utilisation de ce modèle de publicité, est-ce que tu penses qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'on est largement en retard? Alors, à ma connaissance, ce que j'avais exprimé un petit peu au début, le marché américain, ils ont de l'avance comme sur plein de choses qui concernent le marketing. C'est pour ça que du coup, quand j'avais commencé à avoir une vague là-bas, ça m'avait donné un petit peu l'idée de me dire ça va forcément arriver sur nous à un moment donné. Je suppose, et c'est pour ça parce que j'ai eu l'occasion de bosser avec des créateurs UK sur la plateforme, et du coup il y en a plus qu'avant, même si c'est pas encore énorme, mais on va réduire les écarts au niveau des nombres de créateurs qui sont pas français sur la plateforme et tout le reste, mais ça c'est le sujet de l'année. Mais du coup, mon hypothèse là-dessus, c'est que les Américains ont une avance de quelques années, pas forcément 5-10 ans non plus, mais quelques 1-2 ans d'avance sur ce marché, voire 3. Les UK, l'avantage, c'est je pense qu'ils ont l'habitude de voir du contenu américain dans leur feed plus que les Français par la barrière de la langue qui est inexistante pour eux. Donc ils ont un peu d'avance sur nous. Et puis après, il y a tout le marché européen avec les langues latines comme France, Italie, etc. où on n'a pas du retard, mais moins d'avance. Ouais. Et donc, même dans la découverte, je ressens sur les marchés européens qu'on essaie d'adresser en ce moment toujours une espèce d'effervescence de la nouveauté qu'il y avait au tout début de UG sur l'UGC, même qu'il y a toujours aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Amérique d'abord, US, les Anglais sont aussi bien au fait de ça. On arrive sur la France, qui est un gros marché, mine de rien, pour tout ce qui est publicité en ligne. On n'est pas trop mauvais. Puis après, sur l'Europe, après, ça c'est encore plus dans la découverte et il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Voilà ma compréhension globale. Clairement. Et toi, aujourd'hui, si une marque te demande pourquoi je devrais faire de l'UGC, quelles seraient les bonnes raisons que tu lui donnerais d'intégrer ça à ses campagnes? Si on parle de campagne publicitaire, je pense que c'est une brique pas indispensable, mais intéressante à ajouter pour plein de raisons différentes, principalement parce que l'UGC, du coup, c'est la possibilité de mettre son produit ou son service dans les mains et dans la bouche, dans la manière de parler du créateur de contenu, pour pouvoir montrer en fait
à la fois son usage répondre à des objections communes sur les personnes qui veulent acheter ce produit-là. Et en fait, il y a vraiment un jeu sur le fait de déjouer des objections en faisant de l'UGC, parce qu'en fait, c'est des humains qui parlent à d'autres humains et ça reste de la recommandation, ça reste de la preuve sociale. L'UGC, c'est ni plus ni moins que la possibilité de faire jouer la preuve sociale, mais sur un format en 9/16e sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et en fait, ce principe-là, c'est un petit peu dommage de pas l'ajouter à son arsenal, surtout pour faire de l'acquisition publicitaire. Et du coup, par rapport à ça devrait être inclus. J'ai juste coupé pour éviter d'avoir des nouvelles notifications. Désolé. Donc je disais oui, par rapport à ça, dommage de s'en passer de ce côté social proof. Et ça permet, au niveau des acquisitions, de tester plein d'angles marketing différents pour essayer d'identifier quelle typologie. Et c'est là, c'est intéressant en passant par des créateurs de contenu différents. Des fois, et puis c'est un petit tips que je donne là parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, on a des marques qui ont des structures et des briefs qui sont similaires avec des créateurs différents, et le simple fait de changer de créateur de contenu pour dire quasiment la même chose, on a des performances qui sont totalement différentes parce qu'on s'adresse à un persona qui est différent et qui sont plus concernés et qui va augmenter nos ventes derrière. Donc ça permet de faire plein de découvertes. C'est pas quelque chose qui est très coûteux en soi, parce que des créateurs de contenu UGC, on a beau dire, mais c'est pas très coûteux pour une équipe marketing, et ça permet d'aller vite parce que c'est pas des contenus qui demandent des mois à faire. Donc base essentielle d'une bonne creative stratégie à mon sens, et il y a plein de choses intéressantes à exploiter en ads. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que la notion de brique, dans ce que tu as dit, elle est extrêmement importante. Parce que le propos, c'est pas de dire il faut faire que de l'UGC ou dire qu'il faut faire que des statiques comme on pouvait le lire sur LinkedIn il y a 1 an et demi de ça. Mais que c'est effectivement un moyen d'aller communiquer certains types de messages auprès d'une cible particulière. Et je trouve qu'effectivement, il y a énormément de force à faire de l'UGC. Et une des premières, c'est le fait de pouvoir travailler avec des créateurs qui vont vraiment correspondre à ces personas pour faciliter le fait derrière qu'on arrive à les toucher quand on va diffuser des publicités sur Facebook et sur Instagram. Et ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. On peut avoir un pitch qui va être mis en avant, disons, par un jeune actif qui est cadre supérieur, qui habite en ville, urbain, etc., qui va utiliser un produit pour X raisons. Si ce créateur-là, il met en avant mon produit dans un UGC, quand je vais diffuser ma publicité, elle risque d'intéresser des personnes qui vont se reconnaître dans ce profil-là. Mais peut-être que mon audience, elle est beaucoup plus large que ça et que je peux avoir... j'ai n'importe quoi, mais une maman qui a plus de 40 ans, qui habite plutôt à la campagne et qui utilise mon produit peut-être pour des raisons un peu différentes, mais globalement les mêmes. Et en diffusant ma publicité, en mettant en avant ce persona-là, j'ai beaucoup plus facilement aller élargir mon audience et intéresser des personnes qui vont se reconnaître dans ce profil-là. Et je trouve que la notion de créateur, elle est extrêmement importante ici. Je suis totalement d'accord. Et ensuite, les possibilités de storytelling sont énormes. Je peux aussi bien raconter l'histoire d'une marque, faire une démo d'un produit, mettre en avant une opération commerciale, traiter des objections. Bref, il y a énormément de sujets qui peuvent être traités en UGC, et ça vient clairement compléter quand on investit vraiment sérieusement en social ads, le fait de se construire un portefeuille créatif qui va être complet et surtout varié, que ce soit en termes de créateurs, de formats, etc. Donc je trouve que c'est clairement plus que jamais, ça a été un terme qui a été beaucoup à la mode en 2023, qui je trouve, c'est personnellement, là c'est vraiment un avis qui a été un peu effacé des radars pendant quelques temps, mais je trouve que plus que jamais, c'est important d'intégrer des UGC à ces campagnes. Je suis d'accord. Mais oui. Et je trouve, et ça, on en parlait quand on a pris quelques minutes pour préparer ce podcast ensemble. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que l'UGC, ça vient pas réinventer la roue. C'est un concept qui est là depuis bien avant les réseaux sociaux, peut-être même avant que la publicité n'existe. C'est le concept de preuve sociale, simplement adapté à des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux.
C'est ça. C'est d'où le fait de me dire, quand j'ai dû lancer ce business il y a 3 ans, tiens, est-ce qu'on est en train de se lancer sur quelque chose qui a un effet de mode ou non? Et c'était l'inquiétude de mon cousin, qui est du coup mon associé sur la plateforme et qui a tout dev de A à Z, qui est d'ailleurs très fort. On l'embrasse. Et effectivement, je m'étais dit, mais en fait, si on creuse, ok, c'est un buzzword, donc il y a un côté un petit peu paquet cadeau, nouveauté, etc., trop stylé. Oui, mais la base fondamentale reste la preuve sociale, qui est un concept que je pense, tant qu'il y aura des humains sur Terre, on continuera de recommander des choses. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Ouais. Et puis en publicité, un humain qui recommande à un autre humain d'utiliser un produit, si tant est évidemment que ça reste sincère, pas galvaudé et pas mensonger, bien sûr, ça reste toujours plus puissant qu'une personne qui dit voici mon produit, utilisez-le. En tout cas, ça reste au moins complémentaire. C'est ça. Après, comme il y a des contre-exemples dans plein de choses, il y a des UGC qui sont très bien faits, des UGC qui sont très mal faits. Mais par exemple, je suis le fondateur de ce produit, je le présente. Il y a des très bons formats. Oui, bien sûr. Comme il y a des très mauvais formats aussi, mais c'est des choses qui viennent se compléter, je trouve. C'est là où on parle de diversité créative aujourd'hui, c'est qu'on peut pas baser toute sa stratégie créative sur de l'UGC pur, même si on pourrait, mais même moi, je recommanderais pas. Pour autant, s'en passer intégralement, je pense qu'aussi c'est une bêtise. Ouais. Non, clairement, il faut pas. Enfin, moi non plus, je recommanderais pas de faire que de l'UGC. Je reviens un peu sur ce que je disais. Le founder generated content, une personne en interne qui vend son produit, c'est aussi très bien. Ça s'oppose pas à l'UGC, ça vient le compléter. Mais aussi, à côté de ça, c'est aussi intéressant d'avoir des statiques, de travailler avec des créateurs de contenu pour qu'ils prennent des belles photos de nos produits, dans leur environnement, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur jardin. Bref, il y a plein d'idées de ce côté-là. Quelques questions pour toi sur les créateurs et comment faire un bon UGC. Tu disais tout à l'heure que sur la plateforme, la moyenne des notes de vos créateurs de contenu, elle est de 4,8. Ouais, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des créateurs à qui vous avez demandé de se retirer de la plateforme? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais toujours poliment. Non, c'est qu'il y avait des créateurs qui n'étaient pas respectueux parfois sur les délais de livraison. Et ça arrive une fois, la marque se plaint, elle met une mauvaise note, ça arrive une deuxième fois, mauvaise note. Et en fait, nous, on est très alerte là-dessus parce qu'en fait, à la fois, ça rend pas service à la plateforme, mais tout le monde en fait y perd au change. Et donc on prévient les créateurs en amont, et ça c'est un exemple pour la livraison et les délais, parce que les délais, on sait très bien en tant qu'agence que c'est super important et qu'il y a des deadlines à tenir. Pareil pour les marques, il y a un besoin de rapidité. Si c'est pas sérieux et que les justifications ne tiennent pas, du coup effectivement parfois on se sépare de certains créateurs, mais on essaye évidemment de comprendre les raisons en amont, et c'est dans ces cas-là que ça arrive. Et il y a des créateurs sur la plateforme qu'on n'accepte pas. Parce que déjà, pour apparaître sur la plateforme, il y a 2 étapes. La première, c'est de créer son compte et de remplir suffisamment son profil pour que le profil soit suffisamment complet. Et en fait, il y a une question de complétion. Il faut que le profil arrive à plus de 80% de complétion. Et il y a des critères obligatoires, comme le fait d'avoir une photo de profil, d'avoir connecté son Stripe pour bien pouvoir récupérer des paiements sur la plateforme. Et le dernier, qui est autre chose, dont je me rappelle plus à l'instant T. Mais du coup, il y a ces critères-là, et ça permet aux créateurs de s'inscrire, de remplir ça en amont tous de leur côté. Et à la fin, ils peuvent apparaître. Et quand ils apparaissent, nous, derrière, on fait une vérification dans la semaine ou dans le mois sur tous les nouveaux inscrits pour regarder si quand même le niveau est bon et s'ils n'ont pas mis n'importe quoi dans leur portfolio. Et ça permet d'avoir une double vérification. Et à la fin, on a des très bons créateurs là-dessus. Il y a des créateurs qui sont parfois un peu trop débutants, à qui on donne des conseils pour améliorer leur contenu pour qu'ils puissent ensuite apparaître. Ouais. Très bien. Et donc, là, je t'ai un peu posé la question, qu'est-ce qui fait un mauvais créateur? Tu m'as plutôt répondu que c'était notamment des personnes qui respectaient pas les délais. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon créateur pour des UGC, pardon?
Après, pour revenir sur le côté des délais, mais déjà de tenir les délais, c'est bien. Mais dans l'aspect global, si je devais donner une explication, ce serait une compréhension profonde de ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et d'une compréhension de la stratégie créative parce qu'en fait, mine de rien, c'est un peu leur métier de créer du contenu qui à la fois performe en publicité et des fois on va avoir ce besoin, des fois en organique. C'est généralement plus aujourd'hui un besoin publicitaire que de l'organique, même si on a beaucoup de demandes pour ça. Mais pour être un bon créateur UGC, si on n'est pas au fait de ce qui se fait actuellement, de ce qui s'est fait dans le passé et d'avoir cette espèce de curiosité sur regarder une autre marque et d'avoir un peu même ce plaisir à regarder ce que font les autres et de voir c'est vachement intéressant, il y a un nouveau format et de s'inspirer de ce qui s'est fait en organique qui a bien marché pour dire tiens j'ai une idée, d'être force de proposition auprès de la marque, d'être investi, etc. Ça fait vraiment toute la différence et ça évite un bon nombre parce qu'en fait les marques pour éviter les marques et les agences pour éviter les pertes de temps et le fait de redire, elles font des fois des briefs qui sont très complets avec toutes des explications pour vraiment rentrer dans le détail pour éviter qu'il y ait des erreurs bêtes. Les créateurs avec le plus d'expérience et qui sont les plus intéressants avec qui travailler, on a moins besoin de les briefer et tout déroule et qu'est-ce que c'est agréable et ça se ressent en fait. Ouais. Et je pense que c'est vraiment cette envie de bien faire plus d'être au fait de ce qui se fait actuellement. Et pour moi, c'est ça qui fait un peu la différence, quoi. Ouais. Nous, on aime bien aussi dans nos briefs parfois remettre des évidences, notamment quand c'est la première fois qu'on travaille avec un certain type de créateur, mais des choses toutes bêtes comme dire si tu tournes une séquence par exemple dans ton salon, assure-toi de pas avoir laissé ton bac de linge sale traîner sur le canapé. Et puis après il y a aussi toutes les notions d'avoir une bonne caméra, un bon micro, d'essayer de tourner avec une belle lumière, etc. Parce que malgré tout, même si l'UGC doit rester un contenu naturel, ça n'empêche pas qu'on peut faire attention à des détails pour que sa qualité soit la plus optimale possible aussi. Je suis complètement d'accord et puis c'est un conseil que je me donne à moi-même, j'essaie de suivre un peu au quotidien, c'est vraiment le bon sens en fait. Ouais. Bon sens, évidemment le côté derrière moi il y a un slip. Est-ce que la marque va accepter ça et se mettre dans les pieds, enfin dans les chaussures plutôt, pas dans les pieds, dans les chaussures de la marque ou l'agence qui va récupérer le rush? Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que je suis convaincant? C'est vraiment le bon sens et ça s'applique à tous les paramètres de la vie. Mais ça fait la différence et les créateurs remplis de bon sens, c'est très agréable en fait. Clairement. C'est juste très agréable. Donc ça fait la diff. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a pas mal de créateurs avec lesquels on a travaillé une fois et comme ça s'est bien passé, on les propose pour d'autres projets. Donc pas parce qu'on n'a pas envie d'en trouver des nouveaux, mais parce qu'on sait qu'ils sont très professionnels et qu'ils vont prendre le projet au sérieux et que c'est simple de travailler avec eux. D'où le fait de bien se mettre dans les chaussures de l'interlocuteur en face et de lui proposer ce qu'il attendrait et ce qu'on attendrait de soi-même si on était dans ses chaussures. Exactement. Et je trouve aussi une chose qui est intéressante auprès d'un créateur, c'est sa capacité d'acting. Parce que ça peut potentiellement permettre d'écrire des scénarios un peu plus originaux et de pouvoir construire des formats de publicité qui peuvent dénoter avec ce qu'on a l'habitude de faire. Clairement, surtout quand on lui laisse la possibilité de le faire. Après, justement, il y a des recherches de plus en plus de marques et d'agences qui veulent sortir un petit peu des... parce que pareil, ça on pourra en discuter, mais l'UGC, c'est un petit peu cette connotation de produit de beauté et facecam assez basique face à la caméra en disant « j'adore ce produit, il est super bien, etc. » Ce qui reste un peu basique. Et ça, c'est vraiment la première vision qu'on avait de ça en 2022-2023, quand les créateurs n'avaient pas trop besoin de faire d'efforts pour se démarquer. Mais comme toute chose qui évolue, ça change et donc il va falloir proposer autre chose pour avoir pour se démarquer visuellement, sinon en fait on voit toujours les mêmes choses dans le feed, donc l'œil il s'habitue et il calcule plus. Et donc là aujourd'hui, je sais, de mon point de vue et de ce que je vois, les marques et les agences ont compris qu'on peut plus faire comme avant et donc il faut se démarquer. Il y a des formats beaucoup plus drôles, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus dehors même. Parce que du coup, il y a dehors, on imagine très vite le micro-trottoir, mais il y a des créateurs qui font maintenant des tournages des fois dans les magasins. Et on continue d'appeler ça UGC, mais ça reste mine de rien des créateurs de contenu en fait. Ouais. Donc ils savent créer du contenu. Dans créateur UGC, il y a créateur de contenu. Et l'objectif, c'est de faire du contenu qui accroche. Et ils en sont totalement capables parce que c'est leur métier. Et du coup, c'est pour ça que le créateur UGC d'aujourd'hui, je le trouve très polyvalent. Et puis c'est un peu dommage de réduire ça à du facecam, quoi. Ouais, clairement. Voilà.
Et puis après, il y a aussi toute la notion de montage. Alors là, c'est un avis plutôt personnel. On préfère nous s'en occuper généralement à l'agence, sauf le cas plutôt exceptionnel, parce que ça nous permet de bien reprendre le contrôle et de travailler cette partie-là de manière la plus perfectionnée possible. Puisqu'un bon créateur peut être un très bon créateur, mais ne pas nécessairement savoir utiliser toute la suite Adobe qui va avec. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça, je suis d'accord. Sur le côté agence, je peux comprendre la volonté de garder la main sur le montage parce que mine de rien, un bon montage, ça peut faire bien la différence quand il y a beaucoup de cuts et d'inserts. Après, il y a les créateurs qui savent le faire aussi. Pas tous. Mais du coup, on a essayé de rajouter ça sur la plateforme quand on laisse des avis aux créateurs, quand ils se chargent du montage et la possibilité de noter leur montage pour donner une note et pour que les marques et agences ensuite puissent se projeter. Mais je suis d'accord avec ça. Généralement, pour une agence, c'est ce que je recommanderais. Après, on a beaucoup de marques qui disent non, on a juste besoin de produire, faites, montez. Et puis, ils se prennent souvent. Et puis, l'avantage aussi, c'est que quand on prend des créateurs qui ont beaucoup d'avis, beaucoup de commandes, généralement, ils savent faire du montage, donc ça va. Après, c'est un peu plus risqué sur des créateurs un peu moins expérimentés. Mais ça, c'est un risque à prendre et ça se teste. Mais on peut toujours après faire des révisions. Mais c'est vrai que ça peut faire du temps si jamais c'est pas bien fait et qu'on n'a pas les mêmes attentes. Ouais, parce qu'un contenu peut être super bien tourné. Si le montage est pas à la hauteur du tournage, ça peut clairement réduire la qualité du contenu final qu'on va pousser au bout de la campagne. Et en ayant le contrôle aussi sur le montage, ça permet de tester encore plus d'itérations. En tout cas, nous, en tant qu'agence, qu'on a besoin de tester un maximum. Compétence. Top. Moi, j'ai aussi pas mal de questions pour toi sur le futur. Le futur qui est peut-être même d'ores et déjà là aujourd'hui. On voit de plus en plus de punchlines qui nous promettent de créer des UGC en 15 minutes avec de l'IA. Je vais te poser une question large pour te laisser la liberté de répondre à ce sujet-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que l'UGC IA, c'est une suite logique du coup de toutes les avancées génératives, vidéo, photo, etc. Et forcément, ça devait arriver sur le marché. Il y a des usages. En fait, j'essaie d'être le moins biaisé possible sur la question parce que en soi, ce sujet-là, la première fois que j'ai pensé aux UGC IA, c'est au moment où on a lancé la plateforme en 2023, parce qu'en fait, il s'avère qu'on lance UG en 2023 février, on a l'IA qui est débarquée via ChatGPT, comme on le connaît aujourd'hui, via ChatGPT en décembre 2022, et quand ça sort, on sort un produit avec du coup de la génération de vidéos. À l'époque, il y avait un petit peu Midjourney qui proposait des tableaux, etc. À cette époque-là, qui commençait à se dire tiens, c'est quand même fou ce qu'on peut générer en termes de photos avec de l'IA. Et il y a une vidéo d'Alex Hormozy qui est apparue dans mon feed à ce moment-là, où il expliquait un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir avec ses prédictions, mais sa vision sur l'avenir. Il disait, mais là, on arrive à faire des photos et des dessins générés par IA qui sont pas trop dégueux. Une vidéo, c'est ni plus ni moins que des photos les unes après les autres. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bête de voir ça comme ça, et que forcément, du coup, tout va s'améliorer, tout va s'accélérer, et donc on va pouvoir commencer peut-être à faire des vidéos crédibles. Aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment pas le cas. Aujourd'hui, ça s'améliore. On l'a vu venir. Après, la question, c'est est-ce qu'on voulait le faire? Et la réponse était non, par rapport déjà au fait que il y avait ce côté un petit peu de destruction de ce que les créateurs réels créent. On n'était pas trop à l'aise avec ça. Et deuxièmement, parce qu'en fait, déontologiquement et puis même au niveau de ce que ça crée, on trouvait ça un petit peu limite. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui se mettent en place pour ça, on pourrait revenir dessus, mais il y a l'aspect légal où, par exemple, même en 2026, là, je crois que c'est le 2 août 2026, il y a l'AI Act qui est un recueil de lois qui passe sur l'IA dans tous les pays européens, où à partir du 2 août 2026, tous les contenus qui font pas de l'UGC IA spécifiquement, mais qui font de l'IA, et on n'arrive pas trop à savoir derrière si c'est humain ou pas, devront labelliser le fait que ça a été généré par IA, parce que le consommateur final doit savoir qu'est-ce qu'il a en face. Et la finalité de tout ça, c'est que utiliser des algorithmes pour manipuler un tas de pixels et des fréquences audio pour faire croire à un consommateur qu'il est en train de regarder un humain
qui dit j'adore ce produit alors que cet humain n'existe pas et qu'on parie sur ça en tant que marque ou agence pour vendre des produits, il y a quand même pas mal de problèmes là-dessus, même si on se pose même sur le côté de le côté marque et les retombées que ça peut avoir si les marques, enfin si les créateurs, enfin pas les créateurs, les clients finaux le découvrent, et c'est arrivé plein de reprises derrière parce que ça se voit de moins en moins que les créateurs de contenu IA le sont. Avant ça se voyait plus, maintenant ça se voit moins. Mais pour autant les répercussions sont un petit peu mauvaises sur l'image de marque. Il y a plein de problèmes inhérents qui, du coup, la loi essaie un peu de fixer ça, et c'est un peu limite, quoi. Donc, j'ai un peu cette vision-là. Et puis là, aujourd'hui, ce que j'essaie d'avoir aussi comme vision, c'est, tiens, comment les marketeurs qui sont très bons s'en servent aujourd'hui? Et il y a un petit peu ce consensus de dire, tiens, aujourd'hui, c'est pas une question de est-ce que l'IA remplace l'humain, là-dessus, sur la création de contenu, c'est comment on peut se servir des deux en parallèle pour augmenter vraiment nos performances, donc peut-être de tester des angles avec de l'UGC, peut-être sur des hooks que l'UGC y a, mais il s'avère que visiblement, de ce qui est des retours que j'ai vus, notamment chez les Américains, parce que j'essaie de regarder ça en amont, et c'est ça qui est intéressant. Le dernier point de vue que j'ai eu là-dessus, et je crois que c'était ce matin sur LinkedIn, c'était Dara Dene, qui est une créatrice de contenu qui parle de méta-ads, souvent que je suis déjà depuis 2022, voire même avant, qui a dit retour feedback sur tout ce qu'on a discuté avec d'autres marketeurs. Essayez pas d'utiliser de l'IA pour faire de la génération vidéo, pour faire ressembler, enfin, d'utiliser de la génération vidéo pour faire pour remplacer les humains visuellement, pour faire croire qu'il y a des vrais humains. Utilisez la génération vidéo IA pour ne pas mentir sur vos intentions, et en faisant par exemple des animations. Il y a un format qui marche plutôt bien en ce moment, qui est des Pixar Ads, donc qui ressemble un petit peu à des personnages qui viennent de chez Pixar, et du coup les consommateurs finaux se sont pas trompés parce qu'ils savent que c'est de l'IA. Le point qui me paraît un petit peu limite à chaque fois, c'est que si jamais le contenu généré par IA UGC, il était labellisé et que c'était marqué cette personne n'existe pas, je pense que à la fois les performances seraient moindres, ce qui est indicateur quand même que on se base sur le fait que les gens ne comprennent pas, et les commentaires seraient encore pires que ce qu'ils sont maintenant, parce que j'ai des screens de photos, j'ai des screens de commentaires qui sont des fois un petit peu violents à propos de ça, notamment en France. Il y a un peu un côté anti-IA quand il s'agit de marques qui parfois ont des valeurs écologiques, etc., et qui utilisent de l'IA dans leur publicité. C'est en commentaire, c'est un petit peu salé. Mais il y a plein de questions autour de ça. J'essaie de pas avoir la tête plantée dans le sol en mode autruche. Mais en tout cas, non, on n'y est pas allé. Et on n'a pas forcément envie d'y aller. Et je pense que le côté humain, d'autant en plus avec la législation, même si j'attendais pas ça, je pense qu'il y aura toujours ce besoin-là. Et que je trouverais ça un peu triste qu'on accepte globalement que ce qu'on voit en termes de vidéos et en termes d'humains, on accepte que peut-être c'est pas des vrais humains derrière et qu'on s'en fiche. Je crois pas trop à cette hypothèse-là, je peux me tromper, mais c'est un peu ma vision globale là-dessus, quoi. Ouais. Bah, sur ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Je pense que déjà que quand on parle d'IA, faut partir du principe que potentiellement on se trompe, parce que ça va tellement vite qu'on est incapable de prédire à quoi ça va ressembler, ne serait-ce que dans 15 jours. Donc potentiellement, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un avis... peut-être que la vie qu'on aura dans 15 jours, 6 mois, 1 an, il sera différent. C'est toujours délicat aussi, parce qu'on peut toujours avoir l'impression de faire l'autruche, comme tu dis, ou d'être réfractaire au changement, et c'est pas le but. Je pense qu'on est vraiment là pour essayer de trouver surtout des solutions avant tout. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait déjà, quand on parle du GC, la logique et la volonté, quand on fait de l'UGC, c'est généralement d'humaniser une marque, un produit, de la montrer dans une situation réelle. Et ici, se dire qu'on va justement utiliser, comme tu disais, un amas de pixels pour pouvoir le faire et essayer de faire croire que c'est une vraie personne alors que ce n'est pas vraiment une, il y a un truc qui cloche. Qui fait que on se dit, oui, pourquoi pas, effectivement, ça coûte peut-être un peu moins cher, quoique si tu dois faire des allers-retours parce que c'est pas si réaliste que ça peut vite fait grimper, quand je dis cher, en temps et en énergie, que ça te
que ça te prend. Mais il y a quand même un truc qui cloche sur le fait aussi en e-commerce et en commerce de manière générale, toute transaction, la base de toute transaction, c'est la notion de confiance. Et je trouve que le fait de vouloir faire croire que c'est un humain alors que ça en est pas un, effectivement, le but, c'est que ce soit le moins détectable possible. Mais il y a quand même un truc derrière où potentiellement ça peut marcher un peu. Mais si derrière on s'en rend compte, potentiellement la notion de confiance, elle vient totalement être dégradée. Et potentiellement ce que tu as gagné, les quelques centaines d'euros que tu as gagné à faire des UGC plutôt avec de l'IA qu'avec des vrais créateurs, complètement. Tu les perds en capital confiance de l'autre côté, c'est un risque. Et nous aussi, on a pu voir, moi, je suis assez attentif quand je vois une ads faite avec de l'IA dans mon fil d'actualité, mes stories, etc. Je regarde souvent les commentaires parce que ça m'intéresse de voir ce que les gens en pensent. Je trouve qu'effectivement, comme toi, ils sont souvent très négatifs. Et moi-même, personnellement, quand je suis sur Insta, que je défile des Reels et que je vois un contenu, même sans que ce soit une publicité et que c'est de l'IA, personnellement, j'ai pas envie de le regarder, j'ai envie de passer au post suivant parce que je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est ça. Et en tout cas, il y a en fait, c'est une évolution progressive, c'est pour ça que je parlais de côté autruche là-dessus et j'essaie aussi d'avoir un point de vue qui, du coup, ne changera pas dans 15 jours pour essayer vraiment de me projeter en me disant, tiens, si demain, il n'y a plus la possibilité de faire la différence, dans quel monde on est? À une époque, surtout les années précédentes, Meta était vachement dans le fait de dire, tenez, faites de la génération IA à gogo, etc. Ils le sont d'ailleurs toujours dans cette optique-là. Mais par contre, avec le post qu'il avait fait, Adam Mosseri, je crois qu'il s'appelle comme ça, le CEO d'Instagram, le 1er janvier 2026, il était vraiment en train de dire, il faudra le relire d'ailleurs là-dessus pour pas que j'interprète mal, mais que l'année 2026 allait être un petit peu charnière sur la création de contenu, parce qu'en fait, on allait se rapprocher. En fait, on ne peut plus faire confiance à nos yeux. Et pour la première fois, j'ai senti dans la communication d'un gérant de réseau social que ça pouvait leur porter atteinte, parce que exemple concret, on en parlait hier en plus. Le seul réseau social qui a été conçu pour faire uniquement du contenu généré par intelligence artificielle, c'est Sora. Sora de OpenAI, qui a été sorti fin octobre 2025, je crois. Ouais. Ça a explosé, il y avait plein de téléchargements, millions de téléchargements, en quelques heures. Truc de fou. Super technologie assez incroyable d'ailleurs. Il a fermé hier le réseau social parce qu'en fait, il y a eu un détachement progressif, ça a explosé, puis après ça s'est très vite écroulé sur l'usage, parce qu'en fait, à partir du moment où le créateur de contenu par IA, tous en fait, en tant que personne, tu sais que ce que tu es en train de regarder, c'est de l'IA à 100%, l'intérêt se détache parce que tu sais que ça s'est jamais produit. Tu sais qu'il y a pas, en fait, c'est marrant, 2 minutes, et après, ça s'essouffle. Et donc, voilà. Il y a plein de choses. C'est un sujet vraiment là. En fait, j'ai le côté législation, j'ai le côté authenticité, confiance, marque. Il y a plein de sujets différents. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une volonté de gagner du temps et de l'argent sur quelque chose qui, de base, n'est pas si long à produire et pas si cher. Et en plus, si on découvre que vous avez utilisé des UGC-IA, vos clients, ils vont faire un peu la gueule. Et je me mets même, moi, surtout souvent à la place de client. C'est vrai que quand je vois, j'ai fait l'expérience la semaine dernière. Mais je parle même pas du UGC. Et puis encore si, je tombe sur un site de t-shirt. J'avais envie de m'acheter un t-shirt. C'était que des mannequins IA. Et j'ai un peu l'œil parce que du coup, je baigne dedans, donc je le vois encore. Et puis même ça se voit de moins en moins. Mais j'ai pas envie d'acheter, quoi. Pas parce que je suis un boycotteur d'IA, parce que c'est pas du tout ma cam et que je pas boycott pour boycott, parce que j'utilise de l'intelligence artificielle. Mais c'est juste que la confiance, c'est chaud, quoi. C'est important pour la vente. Et même si on essaie d'économiser du coût et des coûts et du temps là-dessus, c'est risqué. Ouais. Et d'autant plus là avec les législations qui rentrent en jeu, parce que jusqu'à présent, c'était un peu Far West. Ouais. C'était Far West. Et là, je pense que ça va un petit peu se tendre. Et voilà. Ouais. Non, je pense que de toute façon, c'est un vaste sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Vraiment sur la notion, je veux faire de l'UGC, le faire avec de l'IA. Il peut y avoir aussi des intérêts, t'en parlais tout à l'heure, d'aller tester des angles, des hooks, etc. à moindre coût, pouvoir le faire dans la journée. Ça, effectivement, ça fait du sens. Je pense que les contenus générés avec de l'IA, c'est
Faut le voir aussi avec deux angles. Tu parlais tout à l'heure de bon sens quand on travaille avec un créateur. Je pense que l'utilisation de l'IA, elle doit être faite aussi avec bon sens. Et il faut trouver le bon équilibre sur le fait de est-ce que ça vient me servir ou est-ce que ça peut potentiellement me desservir parce que je cherche juste un raccourci sans faire attention aux potentielles conséquences. Et ensuite, en ads, je reviens un peu sur le post de Dara Dene dont tu parlais. On pourra peut-être le mettre en description de la vidéo. Je l'ai vu aussi, etc. Je pense que l'IA, c'est vraiment super bien quand c'est aussi assumé et quand on l'utilise pour les bonnes raisons. Et effectivement, nous, en fin d'année, c'était Noël. On a fait des ads avec de l'IA où ça nous a permis d'animer un Père Noël, etc., de le faire parler, etc. Et là, naturellement, on sait que c'est de l'IA et ça nous offre cette possibilité créative-là. Mais on n'est pas en train de tromper la personne qu'on a en face de nous en essayant de lui faire croire que c'est la réalité alors que ça ne l'est pas. En fait, ouais, c'est ça. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est même pas une question d'appréciation personnelle, c'est la raison pour laquelle les marques qui font ça avec de l'IA et qui font ce genre de vidéos un petit peu sympa, qui en fait sont explicites sur le fait que c'est de l'IA, et les autres qui feront du contenu qui se fait passer pour des vrais humains, celles-ci elles peuvent avoir des problèmes avec pas la justice, mais du coup les lois, alors que les autres non. Parce que on n'est pas en train de tromper indirectement. Il y a plein de lois je regarde en fait continuellement en Inde, en New York, il y a eu ça à la fin de l'année dernière, où en fait à partir du moment où on fait du contenu généré par IA et qu'on n'arrive pas trop à le détecter et que du coup on met en place des humains, il faut le mentionner. Et ça s'est mis sur sur l'État de New York. En Amérique, c'est un peu particulier parce que vu qu'ils fonctionnent par État, ils essaient de mettre en place ça de leur côté. Du coup, ça fait une espèce de patchwork entre États de règles. À la fin, c'est les États-Unis qui vont décider pour imposer ça de partout. Mais en tout cas, il y a des choses qui se déploient au niveau légal parce que c'est juste pas agréable de pas savoir en fait. Ouais. Et c'est ce côté-là. Et puis après, pour le côté business, je me voyais pas lancer un produit comme ça. Et puis même si j'avais ce côté à dire on le fait quand même, je trouve pas forcément que long terme c'est un business intéressant, parce qu'on en avait parlé hier, mais un outil de génération de contenu UGC IA, c'est ni plus ni moins qu'un agrégateur de modèles aujourd'hui, parce qu'en fait tous ces outils-là, il y en a plein qui pop tous les jours. Il y en a plein, parce que mine de rien, c'est pas très dur à développer. Ça reste un agrégateur de modèles avec quelques fonctionnalités UX, UI qui sont un peu sympas pour créer un output vidéo un peu mieux foutu. Mais en fait, ils se basent tous sur les mêmes modèles de génération de vidéo. Et en fait, à la fin, il n'y a pas de propriété en termes de propriété de modèles. Et à la fin, tous les créateurs de SaaS qui vont faire ça, ils vont se baser sur les mêmes modèles, les résultats vont être les mêmes. La seule manière de se différencier, au final, ça va avoir peut-être un UX un peu différent, mais surtout de tirer les prix vers le bas. Et c'est pas ouf, quoi. C'est comme business à avoir. Enfin, en tout cas, il y a des, en tout cas, je veux pas du tout faire le hater là-dessus, parce qu'il y a des super belles réussites dans les SaaS du GCIA, et je trouve que la meilleure manière de faire ça, c'est de se lancer très tôt, pile au moment où il y a un petit peu la hype. C'est ce qui s'est passé pour plein de SaaS, et ils ont fait des super scores, et respect là-dessus. Mais sur le long terme, une agence, et puis on commence à le voir ça sur les statiques. Je sais pas si tu as vu sur les statiques, mais du coup on a des agences qui commencent à me dire tiens, nous on fait des statiques, publicité statique avec de l'IA, et je me suis créé un petit tool en interne. En fait, on passe par l'API d'une IA, par exemple de chez Google, etc. Et en fait, on crée nos statiques avec un petit outil que j'ai construit moi. Qu'est-ce qui empêche demain, et c'est déjà le cas, de créer à chaque fois un petit outil en vibe coding pour une agence ou une marque, pour utiliser directement, aller siphonner les API de génération de vidéos, pour en fait avoir son propre générateur du GCIA chez soi. Et en fait, tous ces business-là qui se sont lancés, qui ont fait beaucoup de perfs, elles se font entre guillemets bypass, parce qu'on passera plus par eux, on passera directement par la source qui est le générateur, quoi. Donc c'est une vision un peu économique là-dessus. Je me pose la question, j'ai aucune certitude, mais je vois un peu le truc comme ça, et je voyais ça déjà il y a un an. Ça se concrétise de plus en plus, et je pense que ces générateurs du GCIA vont plus être des agrégateurs comme on peut retrouver avec Xfield, FreePic, etc. Et c'est pas forcément un business qui m'a intéressé, c'est pour plein de raisons. Ouais, très bien. Non, puis comme tu disais, avec l'IA, on peut pas avoir de certitude. Tout peut être très vite. C'est ça. Franchement, je me pose des questions tous les jours. C'est vraiment, c'est la grande. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là.
Trop bien. Justement, on est en train de parler un peu du futur. C'est quoi la vision à long terme pour UG? Je trouve que le marché de l'UGC humain, il y a aussi, est très 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 large. Qu'on a une toute petite part de marché aujourd'hui, mais vraiment toute petite. En France, on n'est pas trop mal, mais ça reste relatif. Et avec les déploiements qu'on est en train de faire en Europe et aux US, on peut toucher plein de nouvelles parts de marché, d'autant plus que je trouve qu'on a une proposition de valeur au niveau à la fois produit mais aussi offre qui est plutôt différenciante avec ce qui se propose actuellement, parce que si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas lancé la plateforme, parce que sinon j'aurais utilisé une autre plateforme dès le début et j'aurais trouvé ça bien et j'aurais pas eu d'intérêt à l'instant UG. Mais vu qu'on a un fonctionnement avec pas d'abonnement pour utiliser la plateforme avec la recherche, etc., hormis les campagnes, mais ça c'est un module facultatif, et qu'en plus en tant que marque ou agence, il n'y a pas de frais à payer sur chaque commande, on paye juste le prix qu'on a négocié. Et que du coup, le produit est pas trop mal dev par mon cousin et ça tourne plutôt bien, les marques et les agences sont satisfaits et les créateurs aussi, chose qui est un peu particulière parce que généralement, les plateformes sont pas très appréciées des créateurs parce qu'elles sont payées au lance-pierre, qu'elles sont pas payées tout de suite, nous c'est instantané, et qu'en plus, elles n'ont pas vraiment le droit sur leur rémunération, nous ça négocie. Du coup, on a plein de créateurs très contents et je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que l'idée là, c'est de continuer à expandre. Comment on dit en français? Étendre. Étendre, ouais. Voilà, le mec il parle en famille. J'allais dire, je pense que c'est la fin de journée. J'ai pas envie de parler pour les dieux, donc je t'ai donné un autre mot, mais oui, étendre. En tout cas, moi j'ai compris ce que tu voulais dire en disant expandre. C'est ça. On va me prendre pour un mec insupportable. étendre là où on peut. Là, on est en train de faire plein de tests. Ça démarre plutôt bien. On est comme ça. On est tout petit. Le marché est immense. Voilà. Ouais. Et je te confirme, pour avoir fait une recherche en même temps que le mot expandre est bien un mot français. C'est vrai? Oui. Non, attends, quand je regarde. Ça va, j'aurais pas de critique là-dessus, ça me fait plaisir. Je sais, mais ça, c'est un truc de marketeur. J'essaie d'imiter un maximum les anglicismes. Parce que quand j'écoute des fois des podcasts, etc., c'est abusé. Il y en a trop, tu vois. J'essaie de calmer. Ouais. Il y en a qui arrivent à trouver le bon équilibre. Bon, j'ai pas trop. Ouais. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais un peu comme toi, j'essaye de faire en sorte de pas trop faire attention. de pas trop le faire, parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un peu ça fait mal aux oreilles. Trop bien. Je vais terminer un peu par mes questions habituelles. La première, c'est ta marque e-commerce préférée. Alors là, ça peut être une marque où tu te dis, ouais, eux, ils font des trop bons UGC, ou simplement une marque que tu as l'habitude de consommer, que tu apprécies, ou celle où tu dis, eux, je rêverais qu'ils utilisent UG. Alors, c'est une bonne question. Après, il y a français et US. Il y a de très belles marques en France, il y a de très belles marques aux US. Ça peu importe. Ah, c'est dur parce que là, après le podcast, je vais regretter, je pense, parce que je me dis, j'ai pas pensé à celle-là. Mais il y a une époque où je trouvais qu'en publicité, ils étaient trop forts. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, hein. Mais iSmile, ils me faisaient délirer avec leur pub. Les dentifrices, c'était les dentifrices avec. Alors, je sais pas si c'était un petit peu scammy, ça, parce que il y a beaucoup de marques qui les ont copiés là-dessus, mais du coup, ils avaient des dentifrices qui faisaient les dents blanches. Ils utilisaient vachement l'argument du fait qu'il s'est violet plus jaune, ça devient blanc. Ils étaient très très créatifs et je trouvais ça très intéressant parce qu'ils démultipliaient les formats UGC. Des fois, ils faisaient des factory ads, donc directement dans leur entrepôt. C'était vraiment bien. En France, il y en a plein, hein. Très bien aussi. Moi, j'apprécie ce que Rebelle fait. Ouais. Rebelle, c'est cool. Après, j'ai l'avantage, c'est horrible de dire ça, j'ai l'avantage d'avoir pas mal de marques e-commerce que j'aime bien, c'est genre UG. Mais non, il y a plein. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai plein d'idées en tête, mais en même temps, les noms ne viennent pas. Mais ouais, c'est souvent comme ça quand on demande. Il y a l'époque, enfin, il y a des trucs encore maintenant, mais à une époque, ça a été grand. J'ai eu un grand kiff sur ce qu'ils faisaient à iSmile, c'était quand même très cool. Ouais. Et ça restera, mais après le podcast, je vais dire, mais putain, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Au moins, t'as ça de l'époque, ça date de, je pense, de 2022, 2023. Très bien. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Lucas. Est-ce que t'as un mot pour la fin, une chose que t'aurais aimé dire aujourd'hui? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Il y a pas mal de matière dans ce podcast et j'espère que ça a apporté un peu de valeur et que j'ai été compréhensible. C'était très bien. Merci beaucoup, Lucas. Et puis, à bientôt. Salut. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.